La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Moi, c'est Clémence, je suis littéraire et passionnée de pâtisserie. Et moi, c'est Vincent, je suis un grand touche-à-tout, mais surtout passionné de pâtisserie. Et on s'est rencontrés sur les bancs du CAP à Ferrandi en 2017. Et du coup, vu qu'on discute beaucoup tous les deux de gâteaux et de tout un tas de choses, on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous. Allez, on vous invite. Bonjour à tous, aujourd'hui est un super grand jour pour EDD car nous déclarons officiellement terminé la saison des galettes. À l'heure où je vous parle, on vient de goûter celle de Nina Métayer à la châtaigne qui est incroyable. Mais bon, rendez-vous l'année prochaine hein. L'année prochaine, on refera le plein de galettes. Et d'ailleurs, juste après l'enregistrement que vous entendez, on a goûté la galette de la boulangerie L'Essentiel qui était aussi très bonne d'ailleurs. Ouais, très très bon classique. Mais cependant, la gourmandise ne s'arrête pas là, rassurez-vous. Et aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de Priscilla Lanzarotti. C'est qui Vince ? Priscilla, vous la connaissez peut-être sur Instagram, car c'est une influenceuse un peu, même si je crois qu'elle aime pas trop le nom, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle est vraiment reconnue pour sa franchise et son palais, qui d'ailleurs, vous allez l'entendre pendant l'enregistrement, nous a impressionnés. Oui, elle sait faire la différence entre les amandes d'Italie et les amandes françaises, et ça... Chut, tu spoil. Oh, c'était juste pour dire que nous, pas du tout. Bon, on vous laisse écouter du Voilà, coup. je crois que le mieux c'est qu'on vous laisse écouter. Bonne écoute. Eh bien bonjour tout le monde, on est encore une fois ravis de se retrouver avec vous. Et aujourd'hui on est avec Priscilla Lanzarotti, la plus gourmande des littéraires ou la plus littéraire des gourmandes, au choix. Du coup je pense que si vous connaissez un peu la personne, vous avez peut-être une petite idée de ce qu'on va aborder aujourd'hui. On va essayer de faire un peu le pont entre pâtisserie et littérature, du moins ce qui t'a amené là. Voilà, dans un premier temps. Et dans un premier temps, on va te demander du coup de te présenter. Voilà, commençons par ça. Alors, je suis une Instagrammeuse épicurienne, hein, comme l'a très bien résumé ce livre. J'aime bien aller à la recherche donc, de la pâtisserie rare. Et puis, je fais vraiment le tour des pâtisseries de Paris en espérant trouver cette pépite. Donc, j'ai eu effectivement plein de très, très belles découvertes. Mais la pâtisserie parfaite, voilà. Tu es encore en recherche. Je suis encore à la recherche. Et d'ailleurs, du coup, tu as dit ce livre, mais tu viens de sortir donc un livre qui s'appelle Renversante. Renversante, tout à fait. C'est une sélection en fait des 30 meilleures pâtisseries de Paris. Quand je dis meilleures, c'est celles qui ont déclenché le plus de ressentis et d'émotions pour moi. Et le tout raconté de façon lyrique. Voilà. Je voulais leur attribuer chacune un petit univers bien particulier. Ouais. Donc en fait c'est un objet auquel on n'est pas habitué parce que c'est ni seulement un livre de recettes, ni un recueil poétique, ni un roman, et pourtant on retrouvera des morceaux vraiment, des petites aventures en fait que tu racontes. C'est ça, exactement. C'est un peu les petits poèmes en prose version un peu plus modernisée. Avec des recettes quand même. Avec des recettes. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que toi quand tu dégustes un gâteau, les émotions, le ressenti que tu as, tu le mets sur papier, voilà. alors ou dans ton livre ou même sur ton compte Instagram, c'est un peu le même principe. En fait, c'est une petite histoire qui va décrire un peu ce que tu as ressenti en dégustant cette pâtisserie ou ce gâteau, quoi. C'est d'abord la découverte d'une pâtisserie, je l'achète, puis ensuite je regarde un petit peu son visuel, voir comment elle est constituée. Et là, je la décortique. Je la décortique pour pouvoir analyser l'ensemble de la pâtisserie et aussi extraire tout ce ressenti, toute cette émotion qui fait que ça conduit aujourd'hui à une histoire pour chacune d'entre elles. Voilà. Et d'ailleurs, le moment où tu décortiques, tu iras poser plein de questions au chef pâtissier, voilà. Non ? À partir du moment où j'ai décortiqué la pâtisserie, je tombe jamais dans le jugement de valeur. C'est-à-dire que j'essaie de faire une critique qui soit constructive. Et encore, je pense pas être la plus habile pour faire de la critique. Mais aujourd'hui, l'histoire, ça m'a permis d'adoucir un petit peu cette critique qui peut paraître un petit peu rude parfois parce que on n'est pas super habile pour parler non plus, pour dire les choses telles qu'on les pense quand ça nous plaît pas. Ah. On est voilà. Donc en fait, t'as utilisé la littérature comme un détour. C'est ça. Pour pouvoir formuler tes critiques. Ouais, voilà. Je me suis dit, mais comment formuler de manière plus douce la critique ? Parce que j'ai l'habitude, j'ai pas la langue dans ma poche. Ouais.
Et je dis en général ce que je pense de façon assez brute et parfois ça peut percuter et je sais à quel point la critique peut faire mal. Donc je me suis dit, partons sur une belle histoire. Mon point fort, c'est l'écriture. On va écrire une histoire autour de cette pâtisserie et en fait, on va faire tourner cette mauvaise critique sur de l'humour, quoi, d'autodérision, de l'humour. Et ça passera plus facilement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple ? Oui, il me semble que c'était justement je naviguais j'étais sur un bateau, je navigue et puis il y a un orage qui surgit, le bateau, ça casse complètement le mail, le bateau fait naufrage. Mais c'était pour une des pâtisseries, mais il y a longtemps, j'ai pas eu vraiment de déception. Donc en fait, c'est une métaphore. Voilà, c'est que des métaphores autour de la pâtisserie, quoi. Pour moi, c'est la façon d'adoucir un maximum et aussi de la rendre un peu plus poétique, de rendre ce qu'on dit de façon un peu plus poétique. En fait, tu t'apportes une petite touche un peu imaginaire, un peu d'un petit univers à chaque gâteau que tu manges. Franchement, c'est une très belle façon. Et puis surtout, c'est unique. Ouais, c'est unique, c'est ce que j'allais dire. C'est pas franchement le genre de retour que je pense que les chefs, etc., ont habituellement. Non, mais c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les photos, et puis pour moi, c'est pas le meilleur moyen de rendre hommage au travail d'un chef qui passe quand même des heures et des heures sur une création. Donc poster une photo et dire « Ah, j'ai pas aimé, c'était trop sucré », explique pourquoi c'était trop sucré. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas aimé ? Aujourd'hui, on a très peu d'explications, c'est que des jugements de valeur et peut-être une volonté certaine de faire du buzz, mais aujourd'hui, moi, c'est pas ma volonté, c'est vraiment de donner mon avis franc, sincère, et j'essaie même dans mes stories de faire une sorte de thèse-antithèse. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. J'ai aimé, mais cependant, en expliquant que c'est mon goût personnel, c'est à mon goût, ouais. Et c'est pas le goût de tout le monde, forcément, on a des palais... et parfois même, tu essayes de donner des explications. C'est-à-dire, tu dis c'est trop sucré à cause du caramel, mais probablement que le caramel a été apporté pour contrebalancer telle acidité, et donc... T'essayes d'entrer en fait dans la démarche du chef pour comprendre et pour pas juste critiquer le fruit du travail. Tu t'essayes, et c'est aussi dans ce sens que tu vas poser des questions aux chefs qui ont développé les créations. Là, par exemple, j'ai goûté un Paris-Brest de chez MAM, de Stéphanie Lequelec. Et donc j'ai contacté donc Pierre Chirac, le chef, parce que je ne comprenais pas pourquoi le chou était aussi sec. Et je lui ai dit mais c'était un parti pris parce que je l'ai trouvé particulièrement sec. Il me dit oui, mais on l'a desséché justement pour pas qu'il ramollisse. Donc c'était un parti pris, et là je peux pas attaquer sur ça parce que ça serait complètement infondé. Du coup tu comprends. En fait c'est bien que tu aies cette démarche quand même d'aller vers les chefs, parce que c'est vrai que nous, consommateurs, des fois on pense pas à toutes les contraintes qu'un chef a lorsqu'il élabore un gâteau en boutique. Et du coup, c'est bien d'avoir fait cette démarche parce qu'au moins tu vas comprendre ce à quoi le chef était confronté pour élaborer sa pâtisserie. On peut donner un exemple, nous aussi, d'une fois où on a discuté avec un chef. On a goûté une fois la tartelette élaborée par Tartelette Tiramisu lors d'une collaboration avec Magna. Et en fait, c'était un fond de tarte avec un biscuit cuillère... C'est un biscuit cuillère ? Un biscuit cuillère, ouais. Un biscuit cuillère, mais qui n'avait pas été imbibé. D'accord, oui. Du coup, on a trouvé ça un petit peu sec. Ouais, à la dégustation, on s'est dit, ce serait dommage, en effet, c'est dommage que ça n'ait pas été imbibé. Et on avait discuté du coup avec Arnaud, le chef de Tartelette, qui nous a expliqué le pourquoi que s'il l'imbibait, malheureusement, il faut que la pâtisserie elle tienne quand même la journée, parce qu'il y a des gens qui vont l'acheter certes à 10h ou d'autres à 18h. Et que ça allait détremper le fond de tarte. Et même, il nous avait expliqué qu'ils avaient été loin, en effet, dans la réflexion, c'est qu'ils avaient réfléchi sinon à mettre des pipettes. Pour qu'il y ait du sirop de café qui imbibe à la demande, quoi, mais que ça allait générer trop de déchets plastiques. Du coup, une fois que tu as cette explication-là, tu te dis, ok, c'est un choix. Ça tient la route, quoi. C'est un choix, et puis c'est pas un oubli, en fait. Non, c'est pas un oubli. Il y a des ratés, mais là, on peut pas attaquer sans comprendre le pourquoi du comment. C'est infondé. Et ça fait combien de temps que tu es passé à la littérature pour décrire les pâtisseries ? Ça fait longtemps que j'écris. Ça fait très très longtemps que j'écris. Et la pâtisserie, c'est venu avec le fameux livre de Christophe Helder, Pâtisserie, qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Et j'ai commencé, j'ai voulu me familiariser un peu avec la pâtisserie.
j'ai fait la recette de la crème pâtissière. Je voulais faire une tarte aux fruits. Et là, ça a granulé. Et j'ai pas compris parce que tout est super bien expliqué dans ce livre. C'est impossible de rater quoi que ce soit. Et non. Et pourtant. J'ai raté et je m'en suis voulu. J'ai essayé de comprendre pourquoi je l'avais raté. Bien sûr, j'ai recommencé, j'ai réussi. Mais à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser vraiment de près à la pâtisserie. Et alors, pourquoi t'avais raté ? Tout simplement parce que j'avais laissé trop longtemps sur le feu. Mhm. Voilà, j'ai laissé beaucoup trop longtemps sur le feu et j'ai pas respecté. C'est marrant comme quoi ta passion finalement de la pâtisserie est arrivée d'une curiosité que tu as eue suite à un raté en final. Donc ta première expérience finalement un peu sucrée, un peu pâtissière que tu as eue, c'était un échec, mais ça a développé en toi quelque chose de très... Une passion assez prononcée. Et après, suite à cet échec... Et c'était quand ? Il y a longtemps, il y a 4 ans, 5 ans. Ouais. D'accord. Ouais, la pâtisserie, j'ai toujours aimé ça, mais je m'y suis vraiment intéressée grâce à ce livre. Et après, je me souviens très bien avoir goûté une dizaine de tartes avec de la crème pâtissière pour voir ce que ça donnait. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, ça, c'est trop sucré. Mais là, c'est bizarre, c'est pas la même texture. Et c'est comme ça que la réflexion est venue. C'est hyper marrant, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'entend pas, déjà vouloir comparer un peu les choses hyper basiques finalement de la pâtisserie, parce que c'est sûr qu'une crème pâtissière vous allez dans 5 pâtisseries, 5 boulangeries-pâtisseries, vous goûtez quelque chose avec une crème pâtissière, la crème pâtissière ça n'a pas la même. Non, pas du Mais tout. finalement on fait plutôt un avis sur les accords etc, sans déguster finalement les vrais basiques qui composent ces gâteaux. Et moi, ce que je note, c'est surtout ta volonté d'éduquer ton palais, mais d'une manière presque académique. C'est-à-dire que tu veux comprendre et tu fais cet exercice d'aller comparer les crèmes pâtissières. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça, on sent qu'il y a quand même une certaine abnégation, une envie de faire des choses bien. Ouais, c'est ça. Et puis j'en voyais des plus jaunes que d'autres. Je comprenais pas pourquoi. Des plus gélatineuses. Et puis là, j'ai commencé à me rapprocher justement des chefs pour comprendre. Essayer de comprendre. Et c'est vrai que même pour les poivres, j'en achète une tonne pour les sentir, pour les goûter. Ouais, c'est ça. Tu as aiguisé tes sens. Voilà, mais c'est un plaisir et vraiment une belle passion. Je m'arrête pas. Et c'est ça, c'est que la pâtisserie, tout comme l'écriture, c'est infini en fait. L'imagination, la création est infinie. Mais du coup, est-ce que donc dans les débuts où tu as commencé à parler de pâtisserie sur Instagram, est-ce que dès le début, tu en parlais de manière, en racontant ces histoires ? Non, c'était de la critique. Okay. C'était oui, alors là, c'est composé de ça et ça. J'ai pas trop aimé parce qu'il y avait le sucre qui prenait le dessus. Là, on sentait pas assez la saveur, c'était pas assez franc. C'était un semblant de critique et parce que je savais pas où me diriger. Et ensuite, tu as trouvé comment l'enrober. Mais en fait, la question sous-jacente, du coup, c'est comment a réagi ta communauté, les gens qui te lisent, quand tu t'es mis à raconter des histoires ? Parce que personne ne l'avait jamais fait avant, j'imagine. J'ai eu beaucoup de retours positifs et des retours négatifs. Tes textes nous ennuient. Parce qu'il faut comprendre en fait. Il faut comprendre ta démarche. Oui, il faut la comprendre, mais en fait, c'est un public qui s'est fait peu à peu parce que ma communauté avait commencé vraiment à augmenter sans ces histoires-là. Et puis après, j'ai dû les habituer à quelque chose de complètement nouveau. Mais ça leur a plu puisque j'avais des demandes de plus en plus régulières d'histoires. Quand est-ce que tu nous racontes ta prochaine histoire ? Ça vient pas tout de suite, l'inspiration, il faut du temps. Et avant, c'est vrai qu'en fait, je les avais habitués à avoir une publication tous les jours. Parce que forcément, la petite critique légère, c'est en une journée qu'on l'a fait. Hein. Là, il y a plus de travail maintenant. Voilà, beaucoup plus de travail. Et j'aurais dit, je peux plus alimenter comme avant, c'est compliqué. L'inspiration vient pas tout de suite. Les mots, faut pouvoir les écrire, faut pouvoir construire l'histoire, faire de l'analyse en même temps. Et c'est tout ça qui est très compliqué. Je mets 4 à 5 heures pour rédiger une histoire, parfois plus. Et non, le public s'est fait peu à peu et plus j'en faisais, plus on en demandait. Et toujours cette question récurrente, quand est-ce que tu fais un livre ? Quand est-ce que tu fais un livre ? Je me suis dit, c'est le moment. C'est vrai que le livre, finalement, c'était un format qui s'adaptait plutôt bien à cette adaptation. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'avantage que tu te démarques autant, mine de rien, c'est que tu dois avoir aujourd'hui une communauté qui est quand même très attachée à ton compte, etc. Parce que au final, vu qu'ils te suivent, c'est vraiment qu'ils ont un vrai intérêt à lire tes petites histoires, tes petits romans sucrés.
chaque fois que tu postes une photo, quoi. Mais c'est marrant parce que les retours, j'en ai plus en MP que sous les posts parce que bon, ce qui buzz, hein, on est bien d'accord, c'est la photo avant tout. Il y a des personnes qui ne prennent pas le temps de lire ce qu'il y a marqué en dessous. Et là, j'ai vraiment beaucoup de retours, mais en MP, comme si les personnes n'osaient pas justement. En MP, du coup, message privé. Voilà, et c'est j'adore cette histoire. Mais là, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais plus à ce type d'histoire et on réagit. Donc, j'essaie d'écouter les uns et les autres et aussi de prendre en compte leurs remarques pour la prochaine histoire. Ok. Trop bien. Et les chefs, ils sont surpris ? Oui, il y a des chefs qui sont surpris, puis ça leur fait plaisir. Ça leur fait plaisir. J'ai toujours peur de mal faire, en fait. Je me suis dit, j'ai eu cette idée-là, mais est-ce que ça va leur plaire ? Est-ce que l'écriture, est-ce que l'histoire va leur plaire ? J'ai toujours cette appréhension quand je publie une histoire, c'est avant tout pour leur faire plaisir, comme ils nous ont fait plaisir avec leur pâtisserie. C'est vraiment... voilà. C'est un échange. C'est un échange, voilà, assez réciproque. Et pour moi, c'est ma principale crainte, c'est que ce texte ne plaise pas. Ouais. Est-ce que tu, au préalable, tu dis au chef que tu vas faire une petite histoire sur leur gâteau, etc. Tu les préviens ou pas forcément ? Pas forcément, sauf quand j'ai eu un coup de cœur et qu'on me dit alors, comment tu as trouvé cette pâtisserie ? Si bien que je vais en parler, je vais en faire une histoire. Mais non, justement, je crée l'effet de surprise. Oui, parce que le truc, c'est un cadeau. Oui, c'est ça, c'est un joli cadeau. Ces petites histoires, mine de rien, de l'interprétation d'un prisme à un autre, d'un regard du regard de quelqu'un à quelqu'un d'autre ne peut pas être la même forcément. Donc c'est sûr que des fois, peut-être que toi, dans une histoire, tu as voulu dire quelque chose et peut-être que le chef va comprendre une autre chose. Du coup, c'est ça qui doit être assez délicat parfois. Oui, et puis c'est vrai qu'avant, j'utilisais un vocabulaire un peu plus compliqué et je me suis dit, il faut simplifier parce que c'est pas à la portée de tout le monde, justement, de comprendre un tas de mots. Le but, c'est pas qu'on recherche dans un dictionnaire ce que ça veut dire. C'est pas un exercice de style. Voilà, exactement. Donc, il faut s'adapter au public et donc j'essaie d'utiliser un langage vraiment simplifié et je me dis un peu imagé, les faire rentrer dans mon univers. Mais aujourd'hui, ils arrivent assez bien à rentrer dans cet univers-là et j'ai même des retours sur le livre. Trop bien. Ouais, par rapport à... il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message justement ce matin et j'ai trouvé ça très touchant. C'est... Priscilla cherche sur son téléphone. Il a la capacité de nous mettre dans votre peau au moment de la dégustation et c'est très plaisant. Donc ça, c'est un beau compliment. Ouais, parce que c'est un joli compliment parce que finalement, quand on entend beaucoup que quand on aime une pâtisserie, ça nous procure des émotions. Et c'est vrai que finalement, exprimer une émotion comme ça... brut, écrit, c'est compliqué. À brûle pour point. À brûle pour point, voilà. Ça, c'est un joli mot qui sera casé. Alors que finalement, via une histoire, c'est peut-être plus simple de ressentir les émotions que ça t'a procuré plutôt que si tu le décrivais, comme ça, ouais. C'est en fait la passerelle, en fait. Il n'y a pas d'histoire sans dégustation, et c'est la dégustation qui provoque le ressenti. Donc moi, je ne peux pas écrire si je suis vide de mes émotions, il n'y aura plus de mots dans ce cas-là. Hein. C'est la fin des mots si j'arrête de déguster. Hein. Je peux écrire sur un autre domaine, mais pas la pâtisserie. La pâtisserie, il faut vraiment que je la goûte. Ok. Il faut que tu la goûtes, et même plus loin, il faut que tu la comprennes. Voilà, c'est ça. Et d'ailleurs... moi, je me demande, donc, à force de t'entretenir comme ça avec les chefs et d'avoir éduqué ton palais, tu dois avoir une certaine, un regard quand même assez critique, mais également connaisseur sur les ingrédients. Ouais. Et donc, est-ce que tu arrives à obtenir toujours les informations dont tu as besoin pour justement les ingrédients qui composent les pâtisseries ? Pas toujours, donc j'essaie de compter que sur moi-même et... de faire appel à quelques chefs qui connaissent bien justement ces produits et de voir quel est leur raisonnement pour faire en sorte que ça colle bien au mien et que je puisse ne pas me planter parce que j'aime pas me planter sur les ingrédients, sur la composition d'un produit, sur la démarche. On essaie de déduire. Parce que toi, t'es entre deux. Ouais. T'es consommatrice. Et en même temps, peut-être que l'ampleur de ton compte Instagram te permet d'avoir un accès aux chefs qui répondront à tes questions. Je pense qu'ils sont assez accessibles, tous. Je pense pas que ce soit lié au compte Instagram parce que moi, je me place en tant que consommateur et pas influenceur. Je suis une consommatrice passionnée de pâtisserie et je demande justement des informations au même titre que n'importe quel consommateur demanderait une information à un chef. Voilà. Je ne fais pas en fonction de la communauté parce que pour moi, c'est génial d'avoir une grosse communauté, etc. Mais moi, ce qui me porte vraiment aujourd'hui, c'est de découvrir la pâtisserie, de la déguster avec toujours autant de plaisir, de faire mes retours. Même si j'écris tout petit et que ça agace certains. Oui, c'est vrai que parfois, on peut en faire pause sur les stories. Mais en même temps, tu as trop de choses à dire. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que le format Instagram ne s'adapte pas à ce que j'ai à dire. D'où le livre.
D'où le livre, voilà. C'est vrai. Le livre, c'est un prolongement assez logique, en fin de compte. Et non, j'en suis très satisfaite, qui a mis beaucoup de temps à voir le jour. Et est-ce que du coup, là, du fait que Instagram s'adapte pas forcément dans l'idéal à ton type de contenu, t'as jamais pensé à migrer peut-être sur une autre plateforme, je sais pas, peut-être blog. Facebook où il y a plus de texte ou autre chose J'arrive pas avec Facebook, hein. J'ai essayé et j'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Okay. De rien, ce qui est le plus naturel quand même pour toi, ça reste Instagram. Ouais, là, la préparation d'un blog, oui, il faudrait que j'ai le temps de l'alimenter parce qu'il est prêt, mais c'est du temps. Voilà. Mais c'est aussi, comme tu disais, le Instagram, ça permet d'accéder aux chefs. C'est vrai qu'ils sont accessibles. C'est aussi la beauté de cette plateforme, c'est qu'en fait, il y a une horizontalité telle que tu peux écrire directement sans intermédiaire. Bon, évidemment, il y a des chefs qui ont des community managers c'est ça. Et à qui on parle pas directement, mais tout de même, tous les messages sont à peu près au même niveau. Ou alors il faut imaginer quand même qu'il y a certains chefs, ils vont recevoir 500 messages aussi dans la journée. Faut aussi mettre des mesures. On peut pas avoir une réponse en 1 heure de tout le monde, quoi. Ah bah non. Non, ça c'est sûr. Et moi, parfois, je reçois pas du tout de réponse. Et bon, je me penche ailleurs pour recevoir mes réponses. Ou alors, je fais appel encore à mon savoir en me disant que je peux me planter, ça c'est très possible. Là, pour la galette de Maxence Barbeau, justement, je lui demandais si c'était bien de la vanille, justement, de Madagascar qu'il utilisait. J'avais cru reconnaître aussi, c'était quoi, le rhum brun, la petite fleur de sel. J'essayais vraiment. Et aussi l'amande d'Italie. L'amande d'Italie qui n'est pas du tout la même que l'amande française, et ça je le reconnais. Ah waouh! Donc j'ai dit mais c'est d'amande qui vient d'Italie parce qu'elle est beaucoup plus riche, plus grasse. Très très joli palais parce que. Et alors t'avais raison? Ouais, surtout, donc j'étais trop contente. Et pour moi c'est en fait j'adore challenger mon palais, c'est ma satisfaction personnelle, c'est de challenger mon palais et de me dire voilà, de voir que je peux reconnaître aussi différents types de vanille, celle de Tati qui a un goût un peu de cerise. Ouais, c'est vrai que... Voilà. Mais je pense que ce détail que tu as un peu dans le palais, dans la dégustation, c'est pas à force au fur et à mesure finalement de goûter. De goûter. Parce que, bon alors, moi, voilà, je pense que vous l'aurez compris, la vanille, j'adore ça. Et je pense que différencier les arômes entre les différentes vanilles, j'y arrive. Mais typiquement, de l'amande, pour avoir goûté la galette de Maxence Barbeau, j'aurais pas du tout pu dire d'où pouvaient venir les amandes, quoi. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer la différence? C'est que l'amande française, moi je la trouve pas aussi goûteuse, le goût il est pas autant prononcé. On peut même la torréfier pour exhaler un peu ses arômes, mais l'amande justement d'Italie va être beaucoup plus puissante en bouche et plus grasse. Ça va être un peu plus gras. Ah ok. Peu importe la variété. Peu importe la variété, ça je sais pas, j'ai pas goûté non plus toutes les variétés. Voilà. On va te présenter quelqu'un qui te fera découvrir tout un tas de variétés. Hervé Lausier. Mais par contre les noix, il faut que j'éduque mon palais sur les noix parce que j'ai pas. J'ai pas cette connaissance. La noisette de Piémont, elle est très caractérielle, mais après je saurais pas reconnaître les différents. Et à propos d'ingrédients, tu nous parlais récemment parce que parfois on échange nous aussi en privé. Tu nous parlais de la transparence. Ouais. Exact. Et tu disais que ça, c'était un vrai sujet, parce qu'il y a certains pâtissiers qui donnent les informations et d'autres non. Enfin, qu'est-ce que tu... En fait, quand je vais dans une boulangerie, j'aime bien savoir ce que je consomme. Et à part les étiquettes avec le nom de la pâtisserie, il n'y a rien. Dans certaines boulangeries, il n'y a rien. Et moi, ça me frustre un peu parce que j'aime bien comprendre ce que je mange. Donc, je leur demande, je leur fais souvent la réflexion, mettez les ingrédients, c'est important de savoir d'où proviennent les produits, quels ingrédients vous avez mis à l'intérieur, même si on se doute bien de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a peut-être des personnes aussi intolérantes, allergiques, il faut préciser. Ouais, donc en fait, composition, mais également traçabilité. Traçabilité, parce qu'aujourd'hui, ça répond aux nouvelles attentes du consommateur. On est dans l'attente d'une pâtisserie aujourd'hui plus saine et plus proche. Quand je dis plus proche, c'est-à-dire avec des produits bio, traçables, de saison et... Plus locaux, issus de circuits courts. Et aussi, on est dans l'attente d'une pâtisserie, on va dire, plus humble, plus responsable, durable. Voilà, il faut qu'on puisse répondre à toutes nos attentes, parce que le public aujourd'hui, plus féru de ces informations-là, on cherche à comprendre pourquoi la pâtisserie coûte autant. Voilà, j'allais te poser une question du point de vue du pâtissier. Est-ce que tu penses, donc le public a un peu ses attentes et ses exigences, est-ce que tu penses qu'il est prêt à payer plus cher? Si on justifie
d'où proviennent les produits, que justement la pâtisserie a nécessité une certaine main-d'œuvre, qu'en plus derrière il faut payer quand même l'équipe, il y a le packaging, il y a... Claire Damon le fait très bien justement, elle a justifié le prix de ses galettes, indirectement, sur son site elle a mis la galette mais 6 jours à faire, voilà, elle est faite maison, on peut le voir sur son site internet et là ça prend, on comprend mieux pourquoi c'est aussi cher. Parce que on dit, l'amande, c'est vrai qu'elle utilise de très bons produits, Claire Damon, elle les source très bien. Elle, pour le coup, c'est de l'amande française. Voilà, clairement. C'est de l'amande française et c'est excellent. Mais on ne comprend pas parce qu'on se dit, c'est une galette, c'est une pâte feuilletée avec de la frangipane, pourquoi ça coûte aussi cher? Et si on éduque le public, on les sensibilise sur la provenance des produits, le fait que peut-être les produits sont bio et qui sont de qualité, et plus la main-d'œuvre qui est derrière, le public comprendra mieux ce prix. Oui, et puis il y a cet aspect éducatif dont tu as parlé, et puis il y a cet aspect qu'au moins le consommateur peut-être peut faire plus ses choix en fonction de ça, parce que si un pâtissier va faire moins d'efforts sur le sourcing, peut se fournir un métro pour ceci, cela, mais qu'il n'a pas de souci avec ça et qu'il l'affiche et que la clientèle est au courant mais qu'elle vient toujours chez lui, pas de souci, mais peut-être que les gens vont pouvoir faire un choix de... Certaines personnes vont peut-être vouloir, eux, manger plus local, etc. Et du coup, du fait qu'ils ont les informations, ça leur permet de faire le choix aussi de ce qu'ils veulent consommer. Moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est ce double mouvement. C'est-à-dire que le consommateur a des exigences qui vont du coup forcer le pâtissier, ou l'inciter à se poser la question finalement, parce que c'est quelque chose qu'on aborde souvent dans nos épisodes, c'est que la pâtisserie étant un métier de transmission, il est facile aussi de ne rien remettre en question parce que mon maître d'apprentissage m'a appris comme ça, lui-même l'a appris comme ça, c'est un savoir-faire ancestral, on a toujours pris tel produit sans se poser la question. Et donc, peut-être que ces nouvelles attentes et le fait que le consommateur soit un peu comme toi, de plus en plus pointu, ça incite le chef pâtissier à revoir un petit peu ses circuits ses fournisseurs et sa manière de travailler. Et dans l'autre sens, le pâtissier va devoir lui éduquer le consommateur en lui disant oui mais attends, moi par exemple si je passe par la congélation, c'est une condition nécessaire du fait maison. Congélation ne signifie pas acheter industriel. Il y a toute une éducation qui se fait dans les deux sens. C'est comme la différence entre congélation et surgélation, quoi. C'est pas du tout pareil. Quand on pense congélation, on pense Picard, c'est vrai. C'est vrai. Alors que la surgélation... Et au moment des galettes, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Clairement. Voilà, et c'est comme les bûches, elles sont pas faites du jour au lendemain, il y a tout un processus derrière qu'on ignore, et après on comprend pas le prix de certaines, mais il y a tout un travail, une technique, un savoir-faire qu'on prend pas forcément en compte, mais aujourd'hui, force est de constater que les mentalités ont changé, et qu'aujourd'hui le consommateur veut une pâtisserie saine, avec un rapport qualité-prix c'est correct, et c'est pour ça que de plus en plus de personnes se tournent vers les petites boulangeries. Parce que effectivement le portefeuille a un peu subi du fait du Covid et on n'a plus les mêmes moyens de consommer un peu luxe, quoi. Ou du moins il veut du moins l'information pour pouvoir faire son choix en connaissance de cause. Où le luxe doit encore plus se justifier. C'est ça, voilà. Et puis il y a aussi un autre aspect que je trouve hyper intéressant où tu parlais de que tu avais discerné l'amande d'Italie dans la galette de Maxence Barbeau. Ça peut aussi aider à une éducation du palais, parce qu'il y a plein de gens qui oseront jamais, comme toi, demander au chef tiens, c'est de l'amande française ou quoi. Mais si il voit et il sait d'où proviennent les ingrédients, peut-être qu'en goûtant plusieurs galettes, ils vont dire là sur celle-là j'ai ressenti ça pour l'amande française, là j'ai ressenti ça pour l'amande italienne. Donc peut-être que ça peut aussi procurer une éducation aussi du palais et du goût. Ah oui, complètement, mais il faut justement, on devrait faire des ateliers sur justement le goût, parce que il y a la semaine du goût, c'est bien, ça permet d'éduquer les enfants. Et moi là je pense à la plateforme de Cluzel. Ouais, exact. C'est vrai. Ah ouais, génial, le coffret, ça a été faut que j'en parle, c'est une très très bonne idée. Tu veux expliquer en 2 mots pour nos auditeurs ? Oui, je peux l'expliquer. Ils ont mis à disposition donc un coffret avec des chocolats un peu d'exception. C'est ça. Et on va sur une plateforme, sur le site internet qui nous explique, qui éduque avec nous notre palais. C'est-à-dire qui nous aide à comprendre ce qu'on peut ressentir à tel moment, où le ressentir, quelles sont les notes qui s'en dégagent. Et c'est génial, c'est un beau projet pédagogique. Ouais, qui est parti du constat qu'on déguste tous, de fait, mais on n'a pas tous les mots pour décrire, et donc partager en fait le résultat de cette dégustation, parce que c'est à ça que ça sert les mots et la littérature, c'est juste à transmettre une émotion,
parce que sinon on peut ressentir la même chose mais ne pas l'exprimer. Et donc c'est à ce manque qu'a voulu pallier Cluzel, Cluzel et son équipe d'ailleurs. Ouais. Non, c'est une belle démarche, ouais. C'est une très belle démarche. C'est une dégustation qui va plus loin que juste. C'est juste la consommation. Ouais. C'est une dégustation qui se fait aussi par l'audition et par même la vue. Qui sollicite tous les sens, vraiment ouais. tous les sens. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs devraient se tourner vers ce nouveau mode, en fait. Totalement. Non, c'est vrai que quand accompagner la dégustation. Accompagner les clients à la dégustation, moins qu'il y ait un vendeur qui puisse expliquer, faire des petites dégustations une fois par semaine et comprendre ce qu'on mange. Ce qu'on amène dans la... Voilà, il y a des événements qui sont organisés qui nous amènent à comprendre ce qui se passe pour la transformation des aliments, ce qu'on mange dans nos assiettes, ce qu'on a dans nos assiettes, et c'est super intelligent. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut faire la même chose avec la pâtisserie. Bon, c'est compliqué avec le Covid, mais ça peut être hyper intéressant. Bah voilà. Des bonnes pistes. Vous l'aurez compris, on sait qu'on a des professionnels qui nous écoutaient, donc voilà, on vous a soumis plein d'idées, à vous de faire les choix. Non mais ça donne à réfléchir. Bah on a fait un joli petit tour, mine de rien. Ouais. Merci beaucoup. Et de rien. Pour cette année 2021, on a changé le format de nos petites questions rituelles. Oui. Donc voilà, il y en aura... vous allez voir, on va commencer par la première que vous connaissez par cœur et on vous explique ensuite. Donc la première question, toi qui, on le sait, tu as déjà écouté certains de nos épisodes, tu la connais. Est-ce que tu peux nous parler de ton premier souvenir sucré ? Le premier souvenir sucré, ça a été une forêt noire absolument ignoble. C'est hyper intéressant ça aussi. Et c'est la forêt noire de Tristan Rousselot qui m'a réconciliée avec ce mauvais souvenir. T'as eu peur ? Non. Tristan Rousselot, pour moi, c'est un des meilleurs sur Paris. Et c'était une forêt noire que j'avais achetée dans une petite boulangerie. J'étais toute contente. Et en fait, ça avait un goût tellement chimique. Ouais, c'est le problème. Voilà. Donc, là, c'était le pire souvenir de ma vie en pâtisserie. Ah oui, en pâtisserie, parce que... En pâtisserie, voilà. Et quand j'ai vu sur la carte de Tristan Rousselot qu'il y avait une forêt noire, je me suis dit, oh là là, bon, on va tester. Et là, ça a complètement... Waouh. Ça va, ça t'a réconcilié avec ça. Et on te conseille également celle de Nicolas Pacello, parce que moi, je suis pas très forêt noire, et franchement, elle était délicieuse. Ouais, vraiment. Je vais tester ça. Je sais pas si elle est encore disponible, j'avoue. Ah, je crois qu'elle ne l'est plus. Mais si elle revient l'année prochaine, voilà. Ensuite, du coup... Les adresses, normalement là on demande les petites adresses coup de cœur. Rassurez-vous, vous pourrez toujours les retrouver, mais on va vous faire un petit guide sur Instagram. Ouais. Enfin, on va vous présenter ça sur Instagram. Mais du coup, deux autres petites questions. On va vous prendre une question aléatoire de notre petit questionnaire Meet the Chef. Oui. Et du coup, là, pour aujourd'hui, quelle est-elle avec cette question aléatoire ? C'est quelle est la série dont tu peux ressortir toutes les répliques ? Alors, aucune, parce que je ne regarde jamais la télé. Je ne regarde quasiment jamais. En fait, je ne peux pas rester en place devant la télé. Il faut toujours que je sois en activité. Et donc, le soir, plutôt que regarder la télé, j'écris beaucoup, je lis. Ok. Voilà. Et j'essaie d'écouter de la musique parce que c'est la musique qui, en ce moment, qui m'inspire beaucoup pour écrire. T'écoutes quoi, par exemple ? Keren Anne, j'adore son univers. C'est une auteure-compositeur et elle a un très bel univers et elle utilise beaucoup de métaphores dans ses chansons. Et c'est un univers très poétique qui me touche beaucoup. Et d'ailleurs, il y a une chanson que j'ai essayé de transposer sur un de mes textes sur Instagram. Voilà. Ah, génial. Ouais, une belle découverte. Voilà, Keren Anne, donc je recommande, elle est géniale. Ok, une petite recommandation comme ça fait plaisir. Ouais. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Plein d'autres ouvrages. Ok. Plein d'autres ouvrages parce que j'aime beaucoup écrire et transmettre mes émotions, transmettre ma passion pour la littérature, la pâtisserie et mes émotions au public. Bon, on espère qu'il y en aura d'autres. On le souhaite avec plaisir parce qu'on a nous aussi hâte de les voir. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup. Bah oui, mais merci beaucoup à toi. À bientôt. À bientôt. Alors, impressionné par Priscilla comme on l'a été ? Enfin bref, de toute façon, on va pas vous refaire le pitch de l'épisode, on espère surtout que vous l'avez apprécié. Clémence, comme on dit, pas de palais. Pas de palais. C'est le seul film que j'ai vu de ma vie, et donc c'est très important. Vous avez la ref ? Si vous l'avez, on vous laisse Dites-le nous le sur dire. Apple Podcast, avec un petit commentaire par exemple, et profitez-en pour laisser 5 étoiles. Oh mon dieu, c'est vraiment le... Ouais, est-ce que là on réclame trop, tu crois ? Non, ça va. Et sinon, vous pouvez aller lire le livre de Priscilla, Renversante, aux éditions First. Nous, on a adoré, on vous cache pas. D'ailleurs, on avait fait une de ses recettes, qui était la recette de cheesecake à la fleur d'oranger. Oui, tout à fait. Et aux amandes, c'était trop bon. Non, vraiment, un Les livre recettes sont très vraiment- très beau. Ouais.
avec des bonnes recettes. Honnêtement, un livre qu'on recommande. Et puis avec un format qui change des livres de pâtisserie habituels, Oui. un peu plus de poche. Enfin, Et moi, j'aime bref, bien on les vous mots. recommande. Et puis oui, Clémence, elle aime bien les Et mots. quand on aime bien les mots, et ben on est heureux avec ce livre. Et puis franchement, on n'était pas là pour faire la promo, mais on vous le dit de bon cœur. Et sur ce, on va vous inviter à nous rejoindre sur notre compte Instagram, où demain, Priscilla partage une de ses recettes, mais qui ne vient pas du livre, c'est vraiment une de ses recettes qu'elle a élaborées, @l'envers-du-dessert. N'oubliez pas d'aller sur le site internet également, l'enversdudessert.com, où vous pouvez vous abonner à notre newsletter et également lire les articles qui sont dessus. Voilà, sur ce, on va remercier 12 qui nous fait toujours un magnifique travail Ouais, pour le son et le mixage. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. à la semaine prochaine.